Achetez un jouet pour vous, les saisons 1 au magasin pour un enfant du Secours populaire. Après le café suspendu, c'est le principe du jouet suspendu dans 5 magasins du centre-ville de Grenoble. Et si on sortait et si on restait, c'est l'une des annonces de jeudi. À compter du 15 décembre, le confinement sera prolongé de 3 semaines pour les musées, théâtres, salles de spectacle et cinéma. Les paysages qui enrichissent les scènes publiques sont au cœur de l'exposition Le Cèdre et le Papyrus au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. À voir sur Télé Grenoble en attendant la réouverture en janvier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 11 décembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le moment de jouer les Pères Noël. Avec la crise liée à l'épidémie de Covid-19, près de 500 enfants ont rejoint les rangs des bénéficiaires de la Fédération iséroise du Secours populaire. Pour n'oublier personne sous les sapins, 5 magasins grenoblois participent jusqu'au 18 décembre à une opération jouets suspendus sur le modèle des cafés suspendus. Charlotte Faulkner. Depuis la réouverture des commerces le 28 novembre dernier, certains commerçants grenoblois proposent dans leurs magasins l'opération jouets suspendus. Le principe est simple, lorsque vous effectuez vos achats, vous avez la possibilité d'ajouter un article supplémentaire à votre panier. Cet article sera ensuite offert à des familles en situation de précarité. Jouets suspendus, c'est une idée de Flore, blogueuse pour le site Les Mondaines. Je pense qu'on avait la possibilité via Les Mondaines de mobiliser des personnes, donc j'ai profité de cette opportunité en effet. Donc il s'agissait en effet d'aider les associations, mais aussi d'aider le commerce local, le commerce de proximité qui a beaucoup souffert ces derniers mois. Tous les jouets offerts seront ensuite collectés par les Restos du Cœur et le Secours populaire. Jouets suspendus est un véritable coup de pouce pour ces associations après une année 2020 compliquée avec plus de bénéficiaires et moins de collectes que d'ordinaire. Traditionnellement, on a du coup des collectes qui sont organisées dans différents magasins, mais aussi des événements qui nous permettent d'accueillir du grand public pour faire connaître l'association. Et donc là, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu organiser nos événements habituels. Donc ça a été une initiative parmi d'autres notamment qui ont permis du coup de permettre d'avoir des cadeaux cette année, puisqu'on avait moins de cadeaux que d'habitude, mais pourtant toujours autant de besoins. Avec la crise sanitaire, on a eu plus de 45% de personnes supplémentaires qui ont rejoint l'association. Parmi les 5 magasins qui participent à l'opération, il y a celui de Natacha, un paradis pour les petits et grands en quête de jouets. Et c'est sans hésitation qu'elle a choisi de participer à l'opération Jouets suspendus. C'est plutôt une bonne initiative parce que cette année, je pense qu'elles ont eu les associations ont eu du mal à collecter des jouets. Puisque j'imagine qu'elles n'ont pas pu faire. D'habitude, il y a des concerts auxquels on ramène un jouet à la place de payer une entrée. Il y a des collectes comme les collectes alimentaires. Et c'est vrai que cette année, il n'y a pas pu avoir tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était une belle initiative. Et puis l'association avec les commerçants, ça fait un petit plus même pour nous. Donc c'est plutôt sympa. C'est une chouette idée, quoi. Dans sa boutique située rue de la Poste, Natacha a déjà de nombreux jouets à destination du Secours populaire et des Restos du Cœur, avec des jeux de société, de construction ou encore des jeux pour premier âge. Les magasins participants, même pas cap, l'atelier Instant Magique, Mon Petit Jean et Bonhomme de Bois. Les associations recommandent de privilégier les cadeaux mixtes et pas uniquement pour les tout petits. Et cerise sur la bûche, si vous allez faire vos courses de Noël en transport en commun, le ticket Tag 1 heure sera valable toute la journée, samedi 12 et dimanche 13 décembre. Les réserves de sang sont dans le rouge. Vous pouvez aussi prendre les transports en commun pour vous rendre à Alpexpo samedi où l'établissement français du sang organise une collecte de dons exceptionnelle de 14 à 18 heures. La crise sanitaire impacte fortement son activité avec l'annulation notamment des collectes collectives sur les campus et en entreprise. L'inscription en ligne est recommandée sur le site mondrendez-vous-don-de-sang.efs.santé. Saint-Imier, ton univers impitoyable. Une femme et un homme d'une 50aine d'années ont été interpellés dans le Grésivaudan, mis en examen pour assassinat et écroué. Ils sont soupçonnés d'avoir pour la première commandité un meurtre et pour le second, par ailleurs chasseur, de l'avoir exécuté. Le corps de Felipe Pereira, un artisan plaquiste de 31 ans, avait été retrouvé le 14 février 2020 au petit matin dans une impasse de Saint-Imier. La commanditaire présumée est l'ex-belle-mère de la victime. Des armes non déclarées ont été découvertes lors de la perquisition. Le mobile exact du meurtre n'a pas encore été déterminé.
Le conseil municipal de mardi sera le dernier pour Mohamed Gafzi avant 2022. L'ex-candidat aux élections municipales à Saint-Martin-d'Air, aujourd'hui élu d'opposition Les Républicains, a été déclaré inéligible pour une durée de 1 an. Les frais engagés pour sa campagne, environ 11 000 €, ne lui seront pas remboursés. Motif, il avait placé sur sa liste son mandataire financier, ce qui constitue, selon le tribunal administratif de Grenoble, un manquement caractérisé d'une particulière gravité aux règles sur le financement des campagnes. Ça a fait pchit, le téléphérique de la Bastille devait rouvrir à 11h ce matin, mais à la même heure, on apprenait finalement que ce ne serait pas le cas. Sur décision préfectorale, les bulles resteront bien au chaud en gare jusqu'à nouvel ordre en raison des mesures liées au Covid-19. Une information qui a sans doute un lien avec la non-ouverture des remontées mécaniques avant Noël, confirmée par le Conseil d'État. Le juge des référés avait été saisi par des responsables de stations de sport d'hiver, professionnels et élus. Le magistrat a estimé que la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés, notamment la liberté d'entreprendre. En visioconférence avec des acteurs de la montagne ce matin, le Premier ministre Jean Castex a toutefois évoqué la possibilité d'une reprise pour les remontées mécaniques dans la semaine du 7 janvier, selon les conditions sanitaires. Tous les acteurs de la montagne devraient également bénéficier d'une aide de 400 millions €. Le ski nordique et la randonnée en profitent pour tirer leur épingle du jeu. Certains domaines avaient commencé dès samedi dernier. C'est au tour de Champs-Rousse d'ouvrir samedi son domaine nordique de Larcel. 75 à 80% des pistes de ski de fond seront ouvertes. Possibilité également dans le secteur de s'adonner au ski de randonnée, au raquettes à neige ou encore à la luge. Cré-en-Beldonne ouvrira également 20 km de pistes de fond en libre accès. Le domaine nordique d'Autran-Méaudre sera lui ouvert 7 jours sur 7. Le monde de la culture pris, lui, sous une avalanche de mauvaises nouvelles. Le Premier ministre Jean Castex l'a donc annoncé jeudi soir. En raison du contexte sanitaire toujours extrêmement tendu, les musées, théâtres et cinémas devront attendre 3 semaines à compter du 15 décembre pour rouvrir. C'est le lendemain qu'aurait dû être lancée la nouvelle exposition du musée de Grenoble consacrée à Giorgio Morandi. C'est sûr que c'est décevant, hein. On est tous, je dirais, dans le monde des musées, un peu déçus de ne pas pouvoir réouvrir maintenant. Cela étant, on comprend très bien les raisons, hein, et elles sont sanitaires et personne ne voudrait prendre les risques que des visiteurs puissent contracter le virus en venant voir une exposition. Je dirais que c'est tellement le contraire de ce qu'on veut. Nous, on a envie justement de donner un petit peu de paix et de plaisir à nos visiteurs. Je pense qu'avec l'exposition Morandi, ça sera le cas. Donc, il va falloir patienter un petit peu. On espère qu'au début du mois de janvier, on pourra réouvrir à ce moment-là. Voilà, il faudra être patient. Je me trouve à présent avec Jean-Paul Angot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la MC2 à Grenoble, président de l'association des scènes nationales. Les théâtres, salles de spectacle auraient elles aussi dû ouvrir le 15 décembre, mais en raison donc du contexte sanitaire, cette ouverture a été repoussée. Est-ce que, comme Guy Tosato, vous comprenez cette décision ? Alors, j'aime beaucoup Guy Tosato et j'adore sa réserve et ça l'honore. En ce qui me concerne, peut-être parce que je suis dans le spectacle vivant, c'est un peu incompréhensible pour nous, parce qu'en réalité, on s'est tenu prêt, c'est ce qu'on a écrit. D'ailleurs, on avait signé un appel, on était plus de 350 directeurs de théâtre à notre initiative, à jouer le jeu de la réouverture, puisqu'on nous avait dit que c'était possible à partir du 15. On avait mis un cliquet, qui était ce fameux 5000, comme étant le seuil en dessus duquel on ne devait pas dépasser. Voilà, il a été atteint. On ne comprend pas bien parce que, par ailleurs, on est safe. On a fait vraiment toutes les conditions potentielles de précaution pour la fréquentation. On a d'ailleurs fait ça au mois de septembre-octobre, avant le confinement. Donc on a du mal à l'admettre. Et du coup, on pense qu'il y a une sorte de distorsion, notamment par rapport aux lieux de culte qui sont en fait dans une même réserve que nous, de proximité, etc. Quand on va au théâtre, de toute façon, on est espacé, on regarde tous dans la même direction. Enfin, c'est pas une foule tumultueuse. Et quand on voit la foule actuelle dans certains lieux de consommation, on se pose des questions. Donc moi, je comprends la réserve sanitaire, elle s'impose. Pour autant, pour le coup, je pense qu'en ce moment, on est essentiel. Et je pense que le pays a besoin de ce souffle culturel et artistique et que ça commence à être long, quoi.
Ouais, parce Voilà. que les lieux de culte avaient obtenu gain de cause en espaçant les fidèles de 2 ou 3 sièges, ce que vous pouvez parfaitement faire Oui, dans parce vos qu'on salles. nous explique que ce sont les trajets plutôt qui Oui, ce sont sont en les cause. déplacements qui... Or, dans une agglomération comme Grenoble, le public se rend. Vous voyez, c'est pas non plus des foules absolues. Donc, je pense que là-dessus, il y a probablement une réflexion à avoir. Et je pense qu'il y a une interpellation qui a été faite auprès du Conseil d'État. Et je pense que c'est un. Je sais que les stations, on l'a entendu tout à l'heure, hein, l'ont fait pour essayer de voir, mais il y a quelque chose là-dedans d'un peu étonnant. Après, il ne faut pas prendre de risques au-delà de ce qui est prévu, bien sûr. Mais ça, je pense qu'on a été assez exemplaire de ce point de vue-là. Donc, on est un peu... Oui, c'est délicat. Puis, c'est un traumatisme et financier, et puis aussi pour les équipes artistiques, enfin, pour tout ce qui se préparait. Ça, c'est vraiment terrible. Que vont devenir les spectacles qui étaient prévus les prochains jours? Moïse Touret, Renaud Capucin, les autres? Alors, pour ce qui est du concert, eh bien, il n'aura pas lieu, hein, de Renaud Capuçon et l'Orchestre des Pays de Savoie. Les équipes qui étaient prévues, elles ont installé le décor et elles vont répéter et travailler, parce que par contre, on a le droit de le faire. Donc, il y en a qui vont procéder à des captations, des choses comme ça, pour essayer de maintenir le... En tout cas, nous, on n'a rien annulé du point de vue de l'accueil des artistes et des équipes. Ça, c'est très important pour nous. On ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. On peut pas... Donc voilà. Et puis voilà. Et puis il y a une captation particulière qui a lieu aussi et qui concerne un peu Télé Grenoble avec Western, mais je pense peut-être que vous allez m'en parler. On va Oui, y voilà. revenir. Donc vous voyez, en fait, on va travailler. Ce qui va nous manquer, c'est le public. Pour le reste, toute l'équipe de la MC2 est mobilisée pour ce qui est de l'accueil des spectacles. Vous êtes, je le disais, président de l'association des scènes nationales. Quel est le rôle de votre association dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure, c'est déjà un relais d'information entre nous. C'est aussi la manière de partager toutes les démarches. Évidemment, une influence sur le réseau et dans les territoires, parce qu'en gros, il y a 76 scènes nationales d'un peu partout. À Grenoble, il y en a 2, l'Hexagone et la MC2. Donc c'est à la fois un endroit de réflexion, de discussion, puis c'est aussi un endroit de parti pris, bien sûr, puisque c'est un label national, et Grenoble est, avec la MC2, la plus grosse scène nationale hors Paris, en tout cas hors Île-de-France. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est un lieu de dialogue, et c'est les plus de 70 directeurs, directrices. On s'appelle tous les jours pour voir comment faire. Tout ça pose des tas de questions qui sont pas simplement... qui peuvent pas se régler comme ça en disant on ferme, on ouvre. Enfin, ce sont des individus, ce sont des artistes, c'est du public. Enfin, c'est un énorme travail. Est-ce que vous comptez, à la suite de ces décisions, recontacter le ministère de la Culture, peut-être? Pour ce qui est du ministère de la Culture, moi, je voudrais saluer la démarche de la ministre et puis des services, que ce soit les services parisiens ou les services déconcentrés. Ils sont à nos côtés. Vraiment, ils nous apportent le soutien. On a accès effectivement à tous les dispositifs d'allègement de charges et autres chômage partiel. Ça, la ministre, elle s'est distinguée par une vaillance au-delà de la personnalité de Madame Bachelot. Mais là, ça dépasse le ministère de la Culture. Je pense que vraiment, c'est plutôt le gouvernement qu'il faut interpeller. Un petit mot peut-être, vous l'avez amorcé, sur Serge Papageli qui fête ses 50 ans de carrière avec un spectacle créé à la MC2, Western, que l'on pourra donc voir samedi prochain, le 18 décembre à 21h sur Télé Grenoble. Serge, c'est un incontournable. Oui, c'est un ami. Ça vous fait plaisir de l'accueillir à la MC2? Bah oui, on a créé ce spectacle avec cette formidable bande d'acteurs. Et puis cette pièce est absolument... c'est une très très belle pièce de Serge. Et puis on connaît sa fougue, le grand acteur qu'il est. Mais c'est vraiment une très très bonne pièce de théâtre. Donc heureusement qu'on peut la capter et on peut l'enregistrer. Oui. Ça, c'est vraiment pour nous très important. Voilà, elle sera diffusée en réalité le 19 décembre à 21h sur Télé Grenoble. Ce sera samedi prochain. On vous en reparlera bien évidemment. Un petit mot, votre mandat à la tête de la MC2 s'achèvera le 31 décembre. Quel regard vous portez sur ces 7 années à la tête de cette institution? 8 en fait. Non, mais là, je suis comme un joueur qui est encore en train de jouer les arrêts de jeu. Donc, j'arrive pas encore à commenter le match. Donc, pour le moment, en plus, avec tous ces événements, c'est assez particulier quand même de terminer avec un théâtre fermé. Non, je suis fier de mon métier, je suis fier de ce qu'on fait, puis surtout la MC2, c'est vraiment un fleuron à Grenoble, et je sais que les métropolitains l'aiment, on a une énorme fréquentation, donc il y a un manque. Alors peut-être, il va rester un manque pour les spectateurs. Pour ce qui me concerne, moi, ça va, je
je suis tellement fier d'avoir fait ce boulot. Et puis quelqu'un va arriver, va prendre le relais. Là, ce sera Arnaud Meunier qui vient de la Comédie de Saint-Étienne où il était directeur. Il prendra donc ses fonctions le 1er janvier. Merci beaucoup Jean-Paul Angot, puis peut-être à bientôt sous d'autres cieux. À bientôt, merci, au revoir. Si les musées restent fermés jusqu'à début janvier, Télé Grenoble et le département de l'Isère vous proposent de découvrir quelques expositions au travers de visites guidées, un programme diffusé chaque week-end sur notre chaîne à partir du 12 décembre. C'est le cèdre et le papyrus au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye qui est à l'affiche. Voyez le reportage de Laurie Baillet. Ici, l'arbre ne cache pas la forêt, mais il fait le paysage. L'exposition Le Cèdre et le Papyrus au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye s'intéresse aux paysages qui enrichissent les scènes bibliques. L'arbre suprême, l'arbre de la vie et de la croix, comme décor, comme source d'inspiration durant des siècles pour les peintres, sculpteurs et enlumineurs. Le texte sacré est souvent et sera durablement associé d'images. Donc ce sont ces vues réelles ou imaginaires, fantasmées souvent, de paysages bibliques ou hagiographiques, c'est-à-dire en lien avec la vie des saints, et qui racontent cette histoire. On a également besoin de signifier et de localiser géographiquement parlant les lieux saints, donc des lieux qui parlent, mais que le fidèle a besoin de localiser. Les paysages bibliques font référence à l'Ancien et au Nouveau Testament, mais aussi à l'Apocalypse de Jean. Survient alors des tensions dans les œuvres entre fantasmes, réalité géographique et conventions culturelles. Qui mieux que les maîtres flamands pour exprimer le sentiment de la nature, sentiment qui va se développer à partir du XVe siècle, mais que l'on doit avant toute chose à Pétrarque au XIVe. Nous avons à la fois une annonciation, l'ange arrive, vient de se poser, on voit il est en mouvement, son vêtement est encore, on va dire, animé de ce même mouvement. À l'arrière-plan, nous avons ici un arbre qui fait le paysage et qui incarne vraisemblablement la croix. Alors on voit également la place que joue la montagne, les collines, donc un environnement volontairement vallonné, parce que tout simplement la montagne, dans le paysage biblique, indique qu'il faut aussi élever son âme vers Dieu. Arbustes, figuiers, amandiers, pommiers, vignes, la nature sacrée se doit d'être harmonieuse et ordonnée, notamment dans toutes les peintures représentant des jardins du paradis. Visite guidée version longue à retrouver samedi à 12h45 et dimanche à 18h15. Les lauréats du 35e film Nature et Environnement se donnent rendez-vous sur Télé Grenoble samedi. Vous le découvrirez ce week-end grâce à une soirée en partenariat avec France Nature Environnement Isère au programme Dark Wind Project sur la pollution plastique au fond des océans. Bouddha, la source des chimpanzés. Une belle aventure dans l'une des dernières terres inconnues d'Afrique centrale. Et puis des insectes dans l'assiette, un film qui nous projette dans ce que pourrait être notre alimentation du futur. Miam miam à découvrir à partir de 21h. Puis quelques mots de sport pour terminer. En rugby, le FCG s'est incliné d'une courte tête jeudi soir à Colomiers 15-12. Grenoble pointe à la 11e place du classement de Pro D2 avant de recevoir Biarritz jeudi prochain. Et dans le championnat de Ligue 2 de football, le GF38 recevra Dunkerque samedi à 19h au Stade des Alpes. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous.